Célébré pour commémorer le 175e anniversaire de la mort de Rémi Ollier. Je crois que c'est tout à fait utile et opportun de saluer l'initiative qui a été prise par le docteur Jimmy Harmon et par Alain Janou de nous réunir ici ce soir, après la messe de dimanche dernier, le dépôt de gerbe au Jardin de la Compagnie, pour évoquer la vie et la courte carrière de Rémi Ollier. Je me demande souvent combien de jeunes, combien nous-mêmes de cette génération, nous savons qui était Rémi Ollier. Qui sont ceux qui sont allés au Collège Royal? Levez les mains, on a 20 titres. 2 seulement. C'est grâce à Rémi Ollier que vos ancêtres ont pu avoir accès au Collège Royal, qui était réservé à l'époque aux Blancs. C'est grâce à Rémi Ollier aussi que la bourse d'Angleterre a été démocratisée d'une certaine manière. Donc je crois que vous deux là, vous lui devez certainement une fière chandelle. Mais je risque d'oublier que je ne suis que le majordome de service et que je dois céder la parole aux autres, c'est vraiment dommage. Parce que je suis très admiratif, vous devinez, de ce personnage politique et qui est devenu en fin de compte un personnage de roman. Et c'est ça qui force mon admiration. Et sans plus tarder, nous remercions aussi Élie Boissaison, le vice-président de la République. On salue bien évidemment pour nous dire quelques mots avant les 2 principaux intervenants. Monsieur le... Bonsoir. Et Jean-Maurice Sarrault, vicaire général du diocèse de Conwy, les membres de la commission justice et paix, Dr Jimmy Harmon et M. Alain Janou, nos 2 conférenciers, M. Finet Salès, le modérateur de la conférence, chers invités, chers membres publics, amis de la presse, mesdames et messieurs. Je suis très honoré d'être présent à cette conférence publique dans le cadre du 175e anniversaire de la mort de Rémi Ollier, grand tribun dans l'histoire de notre pays. Rémi Ollier, fils de Julie, ancienne esclave, et Benoît Ollier, capitaine d'écrier, est né le 6 octobre 1816 à Rouen, au Vieux-Grand-Port. En 1838, il épousa mademoiselle Louise Adrienne Ferré et ils eurent 2 enfants, une fille, Sidonie, et un fils, Roger Louis Benoît. Le 8 avril 1843, suite au refus des organes de presse existants de publier ces articles, Rémi Ollier fit paraître le premier numéro de la Sentinelle de Maurice, qui devint le porte-parole de la population de couleur et, à travers plusieurs articles, souleva des problèmes de fond de la société de Liban. Un lundi 26 janvier 1845, Rémi Ollier, l'homme aux 1000 combats, rendit l'âme. Il n'avait que 28 ans. J'ai répondu favorablement à l'invitation d'être parmi vous, car je considère qu'il est très important de ne pas laisser tomber dans l'oubli la vie, le combat, les réalisations des grandes figures de notre pays. Cette conférence cadre bien dans les récentes célébrations de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Je profiterai pour faire un aparté à cette occasion
pour féliciter Mme Srénas Patel pour sa pièce Nyama, qui met à jour, disons, sous les feux de la rampe, les travaux de l'île Geoffroy, fils d'une mère esclavée, princesse esclavée, venue du Sénégal. Le Premier ministre de Nora Bavijana a procédé samedi à l'inauguration d'une réplique grandeur nature du village de Trou-Chély au monde, à l'occasion du 185e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, en présence de l'invité d'honneur à la cérémonie officielle, M. Aboulaye Diop, ministre sénégalais de la Culture. Comme vous le savez, l'État mauricien va aussi de l'avant avec le projet du musée intercontinental de l'esclavage. L'année dernière, en tant que ministre, j'ai participé dans plusieurs sessions de travail de ce projet et suis heureux de voir que le projet avance avec la collaboration de tout un chacun. Le docteur Jimmy Harmon, ici présent en particulier, et d'autres personnes ont beaucoup plaidé pour ce projet. Nous sommes heureux de voir que les choses se concrétisent, comme cela a été dit dès l'ouverture de ce musée, que cet établissement verra et accueillera les tribuns du pays et les grandes pages de l'histoire de notre pays trouveront sûrement leur place dans ce lieu. Pour terminer, je voudrais reprendre cette citation de Rémi Ollier qui est sur le carton d'invitation de ce soir. Le passé nous appartient. Nous ne pouvons pas le réparer, mais il doit servir d'exemple au présent pour améliorer l'avenir. C'est avec un grand intérêt que nous écouterons ce soir nos deux conférenciers nous parler sur notre passé pour aider à comprendre notre présent et comment avancer ensemble pour notre avenir. Je tiens à les remercier pour le temps qu'ils nous donnent, à l'éclairage qu'ils apporteront sur l'histoire de notre pays. Je pourrais résumer la vie de Rémi Ollier par une citation de Corneille dans le site. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je déclare la conférence ouverte. Nicolas Saison, vice-président de la République de l'île Maurice, révérend vicaire général Jean Sabot, Jimmy Harmon, M. Finlay Salès, modérateur, chers amis, bonsoir. C'est un bien grand mot, une bien de me décrire comme conférencier. Je suis plutôt un passionné. Et j'ai pris l'initiative, effectivement, de commémorer les 175 ans de la disparition de Ollier. Et je suis absolument ravi que, en quelques heures, mon ami Jimmy, révérend père, Henri Sabot, et j'ai voulu accepter de concrétiser ce projet qui a eu lieu à la cathédrale de Paul. Mais pour comprendre Rémi Ollier, il faut d'abord se mettre dans les réalités de l'époque. On va commencer par la fin. Je vous invite à vous retrouver à la rue Codon, à Port-Louis, dans la maison de Mme Sapé, la sœur de Ollier. C'est le 26 janvier 1845. Il est 8 heures du matin. Il fait beau, puisque c'est l'été. Mais il y a un épais nuage de tristesse, qui a enveloppé la résidence des Sapés. Et là, les personnes de toutes les couleurs sont ébahies devant cet homme qui n'a pas d'envergure. C'est Rémi Ollier, il est là, sur le canapé, et il va pousser son dernier soupir. Et là, avant de pousser son dernier soupir, il tient la main de son ami,
Émile Vaudin. Et il demande à Émile Vaudin de continuer le combat, de continuer la lutte qu'il a menée. Et quelle lutte! Quelle lutte! On le qualifie de charrue ayant fait des sillons si profonds que jusqu'aujourd'hui, on en récolte les fruits. C'est grâce à Rémi Ollier qu'il y a eu la démocratisation de l'éducation. Parce qu'auparavant, même dans les pensionnats, aux filles, on n'accueillait que les blancs, que les privilégiés. C'est grâce à Rémi Ollier qu'il y a eu l'institution de la bourse d'Angleterre selon Cabon et Bijou. Mais paraît-il qu'il y avait un système de lauréats à partir de 1816, mais qu'il n'y avait pas régulièrement des bourses. Les lauréats étaient là, il n'y avait pas régulièrement des bourses. Il paraît que la première bourse avait été donnée à Alfred Koenig. Je parle sous condition, parce que Bijou et Cabon ne sont pas des historiens, moi non plus. C'est ce qu'ils écrivent. Et c'est en 1844-45 que William Gum implémente la bourse d'Angleterre de manière régulière à Maurice. Et de cette manière-là, c'est une bourse qui est accordée, et puis à partir des années 1854-55, c'est deux bourses qui seront accordées, et là encore, grâce à la Sentinelle, l'organe de presse de Rémi Ollier. Et c'est grâce à Rémi Ollier qu'on a nommé une personne de couleur au conseil législatif. Et c'est grâce à Rémi Ollier que la municipalité de Port-Louis a été conçue. C'est grâce aussi à Rémi Ollier qu'il y a eu des... je veux dire, c'est grâce à... Il a milité pour l'accès au pensionnat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là. Il a milité contre la peine de mort à son époque. Il a aussi milité pour la liberté de la presse. Et là, ce ne sont là que quelques réalisations. Rémi Ollier est né le 6 octobre 1816, une date que notre modérateur tient bien à cœur, puisque je pense que c'est sa date de naissance. Et il partage avec Rémi Ollier aussi cette passion qu'est le journalisme. Donc il est né, et le malheur, c'est qu'il est né mulâtre. Son papa, Benoît Ollier, c'est un Français, et il a épousé en seconde noces une dame qui s'appelle Julie Guillemot, mais qui en fait c'est l'esclave du docteur Guillemot que Rémi Ollier a épousé en seconde noces, comme je vous ai dit, et c'était un Français quand même qui avait quand même une certaine préférence pour les personnes de couleur, puisque en première noce, il avait épousé Florence, une esclave aussi bengali qu'il avait affranchi éventuellement. De son premier mariage, il a eu 2 enfants, et avec Julie, il en a eu 5. Donc Rémi a grandi dans une grande fratrie de 7 enfants. C'était un garçon très enjoué, il était en bonne santé. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 8 ans que Benoît et Ollier et Julie décident de s'occuper, enfin, de l'éducation de Rémi. Et donc là, ils vont contacter le capitaine Rowe. Le capitaine Rowe qui a une petite école, mais le capitaine Rowe, lui, il ne fait qu'enseigner l'alphabet, quelques rudiments du savoir à l'enfant. Et son école, c'est une école tout à fait bénévole. Il ne fait pas ça pour gagner sa vie. Par la suite, Rémi Ollier est inscrit à l'école de Saint-Janet. Ensuite, il va à l'école des Maquets, puis les Lavoie-Pierre, et il doit surtout son éducation à l'abbé Roch, à qui il sert la messe. Et l'abbé Roch, là, c'est une rencontre. L'abbé Roch devient son mentor. Il apprend vraiment la religion et il est très influencé. Il a une foi très très vive. Et
par la suite, les parents habitent à Congo et ils bougent, ils vont vers Maïbo. Et à l'âge de 16 ans, Rémi Ollier perd son papa. Perd son papa à l'âge de 16 ans. La famille, vous pouvez imaginer à l'époque qu'avec cet enfant, c'est pas évident. Et là, la maman lui dit, écoute, tu sais, il va falloir que tu commences à travailler. Et Rémi, lui, j'ai oublié de vous dire qu'il partage une amitié vraiment sincère avec le fils du capitaine Rowe, Fabien Rowe, et chez qui il va jouer, et chez qui il va surtout lire. Parce que le capitaine Rowe, il a une grande bibliothèque chez lui, et Rémi adore lire, c'est un lecteur vorace, il adore Voltaire, il adore Lamennais surtout. Et tous ces philosophes du 19e, 18e siècle. Et là, lorsque son papa meurt, c'est vraiment un grand drame, un garçon intelligent, un garçon qui est académiquement porté, on l'inscrit chez un négociant pour vendre du lard. Je n'ai rien contre vendre du lard, hein, c'est une activité comme les autres, mais quand vous avez de telles dispositions, il aurait mieux valu être dans son domaine, quoi. Et il fait quelques semaines chez cette personne-là, et puis sa maman va voir un bourrelier. C'est peut-être un métier qui nous échappe un peu, mais avant, ça prenait toute son importance, puisque le bourrelier, il fabriquait des harnais. Il fabriquait des harnais pour les chevaux, et à l'époque, il n'y avait pas de véhicule, on circulait à cheval, quoi. Et là-bas, chez le bourrelier, M. Paul Bagé, Rémi Ollier, il fabrique à la fois ses harnais et de l'autre côté, il a son livre, il est en train de lire Racine, Voltaire, etc. Et Paul Bagé n'est pas content du tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est en 1833 et c'est le procès aussi de ceux qui ont fait l'inertie contre Jérémy, qui était le procureur général, John Jérémy, qui était venu à Maurice pour abolir l'esclavage, mais là, abolir l'esclavage sans compensation. Et on imagine que tous les privilégiés ne sont pas contents, ils vont perdre leurs esclaves et ils n'auront pas de compensation. Alors ils organisent une espèce de grève générale et ils ont une milice qui s'assure que tout le monde fasse la grève pour pouvoir faire repartir John Jérémy en Angleterre et ne pas appliquer ce qu'il voulait faire. Et à ce moment-là, Rémi Ollier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ne sachant pas vraiment ce qui se passe, il va soutenir ces personnes-là. Il va opposer, il va les soutenir sans savoir. Et c'est ça le drame des gens de couleur, parce qu'ils ne prennent pas la mesure des choses puisqu'ils ne sont pas assez éduqués. Et bon, il ne s'en rend pas compte. Et là, la maman, le bourrelier n'est pas content. Il dit à la maman, tu sais, Rémi, il s'absente trop du travail, peut-être tu feras de lui un littéraire, mais moi, je ne pourrais pas faire de lui un bourrelier, excuse-moi. Donc, Rémi Ollier, il quitte comme bourrelier, et là, il va s'inscrire comme instituteur chez les Valli, chez Regnault, etc., comme professeur dans les pensionnats. Et finalement, ce qui se passe, il s'essaye un peu dans le business, et voilà que l'élément détonateur de son action sera une pièce de théâtre qui se déroule au théâtre de Port-Louis. Une pièce de théâtre qui se déroule au théâtre de Port-Louis. La pièce de théâtre, c'est Anthony, et la pièce de théâtre, elle est de Alexandre Dumas, père, dont la grand-mère est une esclave. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Désiré Bernard, il n'est pas content du tout que cette pièce-là ait été jouée au théâtre de Port-Louis, il écrit dans le Mauricien que
c'est une pièce d'un nègre qui n'a pas sa place au théâtre de Beaulieu, dans la bonne société. Et là, Rémi Ollier et Ève Noirtier, ben, ils écrivent une lettre pour défendre cela, et ils envoient à la fois au CNR, qui est l'organe de presse d'Épinay, et au Mauricien. Mais les deux journaux refusent de publier la lettre. C'est à ce moment-là qu'ils s'associent avec un certain Baker pour faire ce journal, La Sentinelle, afin de pouvoir à la fois répondre à ce monsieur Bernard-là et être en même temps l'organe de presse des gens de couleur. Et là, il commence à lutter à travers sa plume, qu'il qualifie de fouet à 1000 branches, pour pouvoir délivrer les gens de couleur de la discrimination et de l'exclusion et de la dégradation, du mépris dont ils font l'objet de la part de la coterie. Et c'est de cette manière-là que Rémi Ollier a eu toutes les réalisations que je vous ai dit tout à l'heure là, et c'est de cette manière-là que dans le temps, nous pouvons jouir d'une certaine manière des droits dont nous avons aujourd'hui. Mais étant donné que ces droits-là ne sont pas figés, il faut toujours les protéger. C'est pour cela qu'il est important que nous revenions dans l'histoire pour pouvoir célébrer la mémoire des personnes comme Rémi Ollier, qui, soit dit en passant, en 2 ans seulement, il a fait tout ça, en 2 ans seulement, de 1843 à 1845, on peut se demander, avec les moyens de l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de courant dans les maisons, il n'y avait pas de véhicules motorisés, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Il a pu faire tout ça et nous pouvons nous demander, nous, ce que nous pouvons réaliser avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Président, et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous, aussi l'amitié d'être à cette conférence. Et le Père Jean-Maurice Labour, et je salue tous les amis, collègues de travail, managers et directeurs de nos établissements catholiques, les amis venant d'autres secteurs, des professionnels et tout le monde du public. Merci. Et merci à Philippe de m'avoir. Et c'était avant la messe, il me dit il faut faire une conférence. Merci de m'avoir motivé à faire ça. Alors, donc je vais reprendre ce que le vice-président a dit à la fin et reprendre la citation effectivement, la citation de Rémi Ollier. Le passé ne nous appartient pas, nous ne pouvons pas le réparer, mais il doit servir d'exemple au présent pour améliorer l'avenir. Alors vous avez tout quand je vois Georges Justin aussi qui est là et d'autres qui s'intéressent à l'histoire. Et souvent on se dit, mais est-ce qu'on peut apprendre du passé? Est-ce que l'histoire ne se répète pas? Souvent il y a ce genre de commentaires qui viennent sur l'histoire. Alors c'est vrai, dans tout ça il y a du vrai, mais en même temps c'est pas toujours l'histoire se répète. C'est pas toujours comme si on peut apprendre du passé, ou il y a une manière d'apprendre de ce passé. Alors, ce que je vais faire, et mes amis universitaires, je vois Christine qui est là, et je vais utiliser un outil que je vais partager avec vous, qu'on utilise nous dans le milieu universitaire, ce que nous appelons l'analyse du discours critique. L'analyse du discours critique. Je vais prendre ça comme méthode pour analyser tout le discours de l'époque de Rémi Ollier, ses écrits dans La Sentinelle, les écrits de CNR, le Mauricien de l'époque, tout le discours politique de l'époque et le positionnement de tout un chacun durant cette période. Alors c'est ce que vous appelez l'analyse du discours critique, et cet outil-là est plus, si vous voulez, anglo-saxon, un outil qu'on utilise dans le milieu anglo-saxon, mais utilisé aussi maintenant dans le milieu universitaire francophone, et qui s'appelle Critical Discourse Analysis. Maria Souvière et les États-Unis et l'Université Chicago. C'est très connu pour cela. Alors, c'est quoi l'analyse du discours critique?
Et vous avez dans les années 70, à Maurice, un peu à travers le monde aussi, et la société est analysée, certains continuent à l'analyser comme ça, je ne vais pas citer les noms, mais vous savez quand je vais en parler à qui je fais référence, mais le point n'est pas de faire référence à X ou Y, Z. C'est-à-dire que souvent, dans les années 70, on analysait la société en termes de classe. D'un côté les oppresseurs, de l'autre côté les opprimés, grand capital, travailleurs, voyez, hein? Donc ça c'est les années 70, conflict theories, que en sociologie ils utilisent. L'analyse du discours critique, eux ils disent go beyond Marxism. Il faut aller plus loin que le marxisme, ne pas voir la société juste en termes de classe. Dans la société, la classe sociale est une dimension, un aspect analysé. Et souvent aussi, ce que vous pouvez qualifier de grand capital n'est pas forcément du côté du grand capital. Des fois, celui qui est dans la classe laborieuse, il y a des contradictions. Alors c'est ça au fait que le critical discourse analysis évoluerait. Et on pourrait, disons, qualifier, on mettrait Rémi Ollier dans le camp des opprimés, de l'autre côté il y a le grand capital, mais vous verrez par moment, il y a une alliance stratégique qui se déroule. Vous apprendrez que, par exemple, l'arrivée des Anglais à Maurice ne s'est pas fait sans la collaboration, n'a pas pu se faire sans la collaboration des colons français. Et quand Farquhar débarque à Maurice, donc il va habiter chez Foissy, grand franco-mauricien, grand propriétaire, en attendant que Descamps libère le bureau, son bureau. Donc vous verrez que les Anglais vont collaborer. Il y aura une complicité entre la plantocratie mauricienne avec les Anglais. Donc il y a en fait, le point, ce n'était pas une question anglais-français, c'est comment sauver nos intérêts financiers. Et donc dans cette situation-là, on gagnait beaucoup plus avec les Anglais qu'avec la France. Donc l'allégeance, ce n'est pas une allégeance avec le pays, mais avec nos intérêts économiques. Et c'est ça qui est fascinant avec l'analyse du discours. Comme si vous ne mettez pas les gens dans des pigeonholes, vous catégorisez et puis vous dites voilà, c'est une analyse trop simpliste. Et souvent, les militants, et c'est un discours militant, hein, d'un côté vous avez les oppresseurs, de l'autre côté les opprimés. Mais on verra très bien que les choses sont beaucoup plus nuancées que cela. Pouvoir et micro-pouvoir. Dans la société, souvent on dit que ceux qui sont en position de pouvoir ont le pouvoir, peuvent faire des choses. Alors vous avez là quelqu'un qui s'appelle Michel Foucault, grand penseur, que peut-être vous connaissez parmi vous, ceux qui sont littéraires, ceux qui aiment la philosophie et tout. Michel Foucault parle de micro-pouvoir. Des fois, ce n'est pas le pouvoir qui fait bouger les affaires, c'est les micro-pouvoirs. Et on pourrait dire que Rémi Ollier est un exemple de micro-pouvoir. Face au pouvoir colonial, face à la plantocratie sucrière, de par ses écrits, il va faire bouger les choses. Et donc, quand on fait l'analyse du discours critique, il est aussi important que, et ça je crois c'est une bonne chose pour nous universitaires de vulgariser, et pour le grand public de le savoir, souvent vous avez des gens qui viennent, se tiennent devant vous ou écrivent sur X, Y, Z. D'accord ? Il faut que la personne, le chercheur, définisse qui il est. L'analyse du discours demande, quand tu émets une opinion, là moi-même, Jimmy Harmon, je suis en train de vous faire une analyse sur, je vous donne mon opinion, j'ai fait de la recherche sur Rémi Ollier, mais il est très important que je dévoile mes intentions, mes motivations, que très peu de chercheurs font. Alors il dit ça comme ça, research, you don't do research on people, you do research with people. Et souvent, vous verrez dans le milieu universitaire, on fait de nombreux articles sur les pauvres, d'accord, et ça c'est noté dans votre promotion et tout.
Mais do you work with the poor? Vous faites de la recherche sur les pauvres, mais est-ce que vous avez travaillé avec les pauvres? Alors, dans le cas de Rémi Ollier, qu'est-ce qui m'intéresse moi, qu'est-ce que je dois décliner devant vous? C'est que, effectivement, moi-même, et dans mon histoire familiale, je me suis confronté, d'accord, et à ces questions que Alain a soulevées, la question de couleur. Et donc moi, je suis né à Port-Louis, à Cassis, puis on a bougé à Wildcat, à Rue d'Oratois. Et ceux qui connaissent bien ce milieu-là savent que quand vous êtes à Wildcat, donc vous allez à l'Immaculée, vous n'irez pas à la messe à Rochebois ni à Sainte-Croix. Donc, ouais, parce que ni à Cassis. Donc, vous retrouvez, alors Rémi Ollier, quand Alain soulève ces 1800 et quelques, et bon, j'ai 52 ans, donc vous imaginez, c'est pas 1800. Donc, dans mon enfance, ces questions-là, et donc moi, de famille ouvrière, mon papa travaillait dans le port, mais la question de couleur était toujours là. Et je ne sais pas, dans ceux qui sont là, vous connaissez que quand un bébé naît, et on regarde même les ongles, à travers la couleur des ongles, si c'est rougeâtre, on prétend que l'enfant va être telle couleur. À ce point-là, cette question-là travaille et dans certaines familles en plus. Donc c'est pourquoi Rémi Ollier m'intéresse. Parce que ça vous permet de mieux comprendre et votre propre situation, votre propre histoire et l'histoire de la communauté en général en Maurice. L'histoire des clubs, d'accord, Racing Club, et Cercle Rosil, Cercle de Beaubassin, et Faucon, deux clubs, et Rémi Ollier, un peu par la suite, Cercle de Rémi Ollier. Ce sont les jeunes de Port-Louis, d'accord, qui se positionnent face à Beaubassin, face à Rosil. Et ce qui est intéressant, les fins intellectuels se trouvent dans le cercle Rémi Ollier, dans ce cas, bon, c'est pas Rosil. Mon analyse. Donc, vous voyez comme le critical discourse analysis est très provocateur. Philippe, tu me contrôles. Alors, Rémi Ollier, alors j'ai une amie qui est très impliquée dans le combat au niveau de empowerment et tout. Elle me dit, Rémi Ollier, non, je n'irai pas à cette conférence-là. Lui, c'était quelqu'un de différent et pas du tout qui s'occupait des gens pauvres et tout. Je partageais ça avec Philippe et il me dit non, moi pas de question, je ne vais pas venir. Alors, effectivement, et peut-être que vous ne le savez pas, et Rémi Ollier est catégorisé par certains comme ayant plus celui qui a défendu, pas vraiment les noirs. D'accord? C'est plus la couche intermédiaire, les mulâtres. Maintenant, c'est assez compliqué cette affaire de gens de couleur. Pas forcément, gens de couleur, vous devez être clair ou mulâtre. D'accord? Quand vous analysez, dépendant de la région où vous êtes, dépendant de la couleur que vous jouez, mais vous pouvez être de teint clair, mais vous n'êtes pas gens de couleur si vous habitez X région. Donc, il y a plusieurs facteurs qui doivent se présenter. À ce moment-ci, vous êtes catégorisé comme gens de couleur. Mais, pour moi, Rémi Ollier, au fait, fait partie de ces gens de couleur atypiques. Qu'est-ce que je veux dire par atypique? Généralement, les gens de couleur sont connus, sont associés à, sont connus comme francophiles, francotropes, alors que Rémi Ollier, vous verrez, il est anglophile. Et son journal est en anglais et en français. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est de voir est-ce qu'il était vraiment anglophile ou est-ce que c'était par pure stratégie. Bon. La question qu'on se pose quand on le lit, parce qu'il y a une lettre qu'il adresse à sa sœur qui est en France. Là, il parle de Paris, il aimerait aller un jour à Paris, qu'il n'a pas pu, il n'a jamais pu faire un voyage à Paris. Mais vous voyez, cette culture française est là. Il y a l'amour pour la France. Mais lui, quand il prend position, d'ailleurs, au moment où il fallait prendre position, à un moment donné, donc, comme le sénateur en vous le savez, quand l'anglais va être imposé à la Cour suprême, entrer dans l'éducation, ben, contrairement aux autres gens de couleur, Rémi Ollier va prendre position pour l'anglais, et après sa mort, 1845,
la Sentinelle va faire une contre-pétition en faveur de l'anglais. Alors que la pétition en faveur du français, il y avait une pétition en faveur du français, signée par Monseigneur Collier, évêque pas encore diocèse de Bourg-Louis, et donc le vicaire apostolique, et puis toute la, si vous voulez, toute la communauté blanche et les gens de couleur, francophiles, mais la Sentinelle va dire non, we go for English. Mais quand vous lisez, quand vous analysez, vous voyez très bien, Ollier, à 28 ans, à 26 ans, à 27 ans, fin stratège. Et c'est comme ça qu'il pousse son agenda, il fait avancer les affaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme Paul, je ne sais pas si je cite bien là, il dit, moi je suis citoyen romain, non? Je crois quelque chose comme ça. Lui, l'apôtre Paul, hein? Pas Paul Léon. Alors, Rémiolier dit, moi je suis sujet britannique, donc j'ai droit, comme tous les Britanniques, droit à pétition, parce qu'en 1820, vous aurez la première pétition avec Révérend Jean Le Moyne. Il faut, quand on parle de Rémiolier, il faut aussi rendre hommage avant à Jean Le Moyne. Vous avez des noms comme ça, Révérend Jean Le Moyne, Félix Jacquemin, Tabordet. Félix Jacquemin, lui, ce qui est terrible, c'est que quand il va prendre position contre l'oligarchie blanche, il débarque dans la réunion du comité colonial. Et là, j'attire votre attention. Donc vous avez dans le comité colonial qui est dirigé par Adrien Duminet, et il y a aussi parmi les gens de couleur. Donc qui sont aussi propriétaires d'esclaves. Donc ils vont défendre les Rémiolier. Et quand il y a l'INESI, que Alain a parlé, l'INESI c'est 40 jours de grève, les boutiques sont fermées. Donc il y a un boycott, ce que vous appelez boycott. Donc le mot d'ordre est donné, fermons toutes les boutiques. Oh, Jérémy Maurice, il va envoyer les sauvages, allez, on va faire un boycott, on fait paralyser le pays. Donc le mot d'ordre est donné, et les plus excités dans ce boycott-là, ce sont les gens de couleur, pas les blancs. Vous voyez comment contradiction pour eux. Mais ceci dit, comme Alain disait, ce groupe, cette couche de la population a aussi ses ambiguïtés. Donc autant qu'ils soutiennent le comité colonial, après dans l'après-midi, certains d'entre eux vont prendre contact avec Jérémy. On les appelle les quatre oreilles. Parmi qui fait quatre oreilles, on a deux. Donc il y a comme s'ils étaient taxés de quatre oreilles. Ils vont rapporter à Jérémy. Alors, gens de couleur atypique, Rémiolier. Un autre aspect, et pour un peu compléter ce que Alain nous a dit, et il est aussi bon de savoir que aux États-Unis, en 1921, peut-être bien après Rémiolier décédé en 1845, mais aux États-Unis, et quand on démarre le Black History Month, le fondateur du Black History Month, je ne sais pas si vous savez, actuellement là, le mois de février. Donc aux États-Unis, ils appellent ça, tout le mois de février est appelé le Black History Month, parce que cela coïncide avec l'anniversaire de Abraham Lincoln, est né en février, et puis Frederick Douglass, deux grandes figures abolitionnistes, sont nés en février. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Black History Month. Et donc le Black History Month est l'occasion de mettre en valeur tous les achievements des Noirs. Donc c'est pas, ça c'est intéressant, c'est pas montrer la souffrance, c'est pas montrer qu'on est en train de se plaindre, mais montrer qu'on a de la dignité, qu'on peut faire des choses. Et là, en 1921, le journal, The Journal of Negro History, consacre un article à Rémiolier, aux États-Unis. Et l'article s'appelle Rémiolier, Merchant Journalist and Patriot. Donc c'est pour vous dire comment l'action de Rémiolier est partie aussi loin que ça a eu un retentissement jusqu'aux États-Unis. Mais c'est là qu'il faut comprendre, aux États-Unis, gens de couleur, colored, ils ne font pas de distinction comme si le colored c'est un noir. Mais quand on dit qu'à Maurice, dans le contexte mauricien, gens de couleur ne veut pas dire noir. Vous voyez le point?
C'est un peu comme quand je faisais mon doctorat à Cape Town, l'Université Western Cape, sur le campus là-bas. Et je me sentais par moments très gêné, embarrassé, parce que c'est une université historiquement coloniale, l'Université Western Cape, mais qui quand même, dans son histoire, a bravé l'interdit, et ils ont, à un moment donné, commencé à faire admettre les non-colonies. Hein. Mais n'empêche, même après l'apartheid, vous sentez toujours l'atmosphère coloniale, et quand les dames passent, les dames qui nettoient, ils disent « Morning boss, morning boss ». Et moi, de par mon engagement à Maurice, quand je me retrouve là-bas, je me retrouve dans le camp comme si des basses. Et ça vous gêne, parce que vous êtes comme s'il y a une genre d'incohérence. Mais je vais être franc avec vous, par moment ça m'a servi et j'ai pas dit non. Par exemple, quand il fallait faire la queue, donc, pas une injustice comme si flagrante, mais comme si vous avez quelqu'un qui vient vers vous, vous voyez ça. Comme si vous êtes dans la queue avec tous les Blacks and African students, comme s'il vient vers vous, et special consideration. Il prend votre dossier, il avance. Pour dire comment l'identité est aussi fluide et ambiguë. Réunioni aux États-Unis est considéré comme un grand défenseur des Noirs, un Negroes, mais à Maurice, il n'est pas le défenseur des Negroes. Quoique, dans ses articles, et là on lui a beaucoup pour cela, c'est pourquoi je vous dis qu'il est aussi atypique, il va décrire, il est un des rares, comme si, il y a d'autres probablement, mais il décrit comment, après l'abolition de l'esclavage, qu'est-ce qui se passe pour les affranchis. Alors, je vous dis, c'est bon, je vais dire ça pour vous. À l'époque alors il dit, le jour même où sonna leur liberté, ce jour-là, ils furent inhumainement chassés de presque toutes les propriétés qu'ils avaient fécondées de leur sueur. Ce jour même, bons et mauvais sujets, on les vit descendre vers la ville, leur ménage sur la tête, les femmes traînant les enfants par la main, ne sachant où aller et demandant une hospitalité quand on ne se montrait pas disposé à leur accorder. Donc le 4 juin 1844, Rémiolier parle des affranchis. 1845, 1844, c'est pas très loin la situation. Et donc, et plus loin aussi, il va aussi prendre position contre toute cette histoire de couleur et autres. Maintenant, quelle heure c'est bon? Maintenant, et vous m'excusez, peut-être c'est un peu, il y a plusieurs, parce que c'est ça, hein, Rémiolier, et vous avez plusieurs aspects, mais j'ai essayé de problématiser. Rémiolier, en fait, soulève une question fondamentale, et peut-être c'est encore là, et la commission Truth and Justice s'est penchée aussi dessus en 2009, mais moi maintenant, je dirais avec la jeune population, les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il y a le mélange, le métissage, et puis il y a tout le développement. On entend moins ces catégorisations d'époque. Hein. Et au fait, c'est ça qu'on appelle, quand vous regardez Rémiolier, on appelle ça l'idéologie coloriste. L'idéologie coloriste. Tout est basé sur la couleur. Et Monseigneur Nagapen, en 1996, il appelle ça la pigmentocratie. C'est-à-dire que la société est régie par l'échelle, la hiérarchie des couleurs. Et c'est quoi cette idéologie coloriste? C'est-à-dire, dans la prise en compte sociale, dans la société, ce qui prime, c'est votre physique. C'est la couleur de l'épiderme. Maintenant, couleur et texture des cheveux, trait du visage, couleur des yeux. C'est ça la société de Rémiolier. Oui, le nez, les lèvres, tout ça. Donc c'est l'idéologie coloriste. Et là, c'est un peu long la citation que je vais vous lire, mais je vais la lire quand même si vous arrivez à me suivre. Je n'ai pas voulu mettre un PowerPoint, ça aurait fait trop université, c'est quoi, j'ai préféré de vous parler comme ça, bon, j'espère que ça passe. En 1996, il y a deux chercheurs qu'on continue à citer,
et Tony Arnaud et Claude Orient. Dans Île Maurice, une société multiraciale, abordent cette question de idéologie coloriste. Voilà comment ils nous définissent. Je crois que plusieurs d'entre nous, d'accord, nous pouvons nous retrouver dedans. Comme si c'est ce passé lourd que nous portons, mais que nous pouvons surmonter. On peut ne pas rester dans ce passé. Voilà comment ils décrivent cette question de l'idéologie coloriste. Chacun parmi les métis et les noirs sera à l'affût de la moindre caractéristique physique susceptible de le rapprocher du blanc. Le somatique, c'est le corps, constituera la base d'un système de repérage extrêmement pointilleux. Comme chacun porte son histoire sur sa peau, l'on s'obstine par là à tromper la mémoire et à nier la réalité. On finira par se laisser prendre à sa propre tentative de dissimulation. Le noir ne verra plus qu'il est noir, il se verra comme plus clair qu'un autre. Le métis se prendra pour blanc. Quant au blanc, il sera incité à se prétendre de souche noble. Il y aura donc une surenchère générale dans la prétention. Ouais, très bien idéologique coloriste. Maintenant, et vous verrez que, et peut-être bon, quand même pour faire honneur à Rémi Ollier, attention que, et vous savez quand on fait des conférences, peut-être on a saisi qu'un bout et puis on conclut que Rémi Ollier est juste ce que je dis. Alors, je vais quand même citer cette question-là. Voilà ce que Rémi Ollier, et là c'est très intéressant, c'est Edward Baker, traduit et, le journal La Sentinelle, et là je fais un appel, comme filmé là, même le vice-président, et aux archives, on a encore le journal La Sentinelle, mais impossible de feuilleter. C'est devenu, vous savez comment c'est, hein? Et il y avait un projet qui date de numérisation informatisée. Très dommage que ça est en train de partir en ruine. Et je crois, j'ai consulté La Sentinelle 2016, dernière fois que j'ai consulté. Il y a le Mauricien de cette époque-là. Alors, quand on dit le Mauricien, tout de suite, il faut qu'on dise, c'est pas le même nom que le Mauricien aujourd'hui. Et quand on dit La Sentinelle, c'est pas la Sentinelle de l'Express. L'Express, c'est 1962, je crois. 1962. La Sentinelle de Rémi Ollier, c'est autre chose. Hein? Donc, si on pourrait faire un effort au niveau national de sauver La Sentinelle, vous avez tous les numéros, hein, de 1843 à 1888, je crois. La dernière parution, c'est 88, je crois. Hein? Alors, voilà ce que Rémi Ollier lance comme message. Et en anglais, hein? We do not want to make ourselves white. We are the equals of whites in terms of our rights. And if Mauritius closes her ears to our complaints, London will listen to them. Moi, c'est fin stratège, hein? Ça plume. Hein? Donc, chaque mot, en fait, c'est calculé. Il sait à qui il s'adresse. Celui qui va lire ça va comprendre. Il envoie le message à la personne qui doit recevoir ça. We are the equals of the whites in our hearts and in our intelligence. And if we are not the equals of whites in terms of education and customs, tomorrow we will sacrifice everything to acquire these customs and education. These are the prerogatives of which we are envious. But the color of the skin, origins, what rubbish. Donc lui-même, il rejetait tout ce préjugé de couleur, mais, et c'est là que nous ne pouvons pas juger la personne, parce qu'il est dans le contexte social de son époque, et je vois sur Facebook avant-hier ou hier, et on avait des difficultés à distinguer. À cette époque-là, il y avait donc blanc, noir, libre, et libéré, genre de couleur et noir. Alors, je redis là, vous avez en haut de la pyramide sociale blanc, et puis libre, ceux qui naissent, qui viennent, et là parmi vous avez les Indiens, les Indiens ou même les Malgaches libres. Et puis vous avez les libérés, c'est-à-dire ceux qui étaient esclaves mais ont été libérés, affranchis. Maintenant l'ironie dedans,
ceux qui seront affranchis, là je ne parle pas de 1835, avant 1835, ceux qui ont pu être affranchis par leur maître avant 1835, ils vont acheter des esclaves. Ils auront des domestiques chez eux, des esclaves. Je veux dire, les anciens esclaves auront aussi des esclaves chez eux. Ça, on ne dit pas ça, vous voyez. C'est pareil comme, et on parle de l'esclavage, comme l'Europe, les Blancs vont en Afrique et capturent les Noirs. Mais il y a eu aussi l'esclavage africain, internal. Pour que les Blancs puissent entrer à l'intérieur du pays, il a fallu avoir la complicité des intermédiaires. Donc, African slave trade a aussi existé. Et c'est autant dramatique, autant tragique que l'esclavage que nous connaissons, parce qu'au fait, ils capturaient les tribus, les rivales, on les faisait prisonniers, et c'est comme ça qu'on vendait, et c'est comme ça que donc, la traite négrière pouvait avoir des esclaves. Alors, voilà ce que Rémy dit. Autre chose, et un autre aspect, donc il y a l'idéologie coloriste, je crois que c'est intéressant de parler. Et puis, voilà. Ça, c'est un peu ma position par rapport, souvent dans la presse mauricienne, et c'est bien qu'on a ce débat-là. Il y a tout le débat autour de citoyenneté. Est-ce qu'on peut se dire hindou? Est-ce qu'on peut se dire créole? Ou soit non, on est tous mauriciens. Il y a tout, comme si vous verrez dans la presse mauricienne, ce sujet-là a été toujours cette préoccupation. Et là, regardez ce que Rémy dit. Il va dire que, voilà ce que, lorsque les mots de mulâtres, d'hommes de couleur, se sont trouvés sous notre plume, elle est dans son journal, c'est que des personnes appartenant à cette qualité ou à cette couleur ont été persécutées à cause de cette couleur, de cette qualité. Si nous avons un parti, c'est celui de la justice et de la vérité. Celui-même donc qui nous appartiendrait par la couleur ou l'origine, nous le flétrirons s'il voulait persécuter le pauvre ou tirer l'opinion publique ou des fonds publics à son profit. Et il vous dit, mais dans le contexte de cette époque-là, il fallait nommer qui était cette couche discriminée, qui était ce groupe qui était stigmatisé. Alors, vous connaissez très bien dans le contexte actuel à Maurice, et donc il y a peut-être 3 semaines de cela, je lis un journal, je vois dedans cet article parle d'un groupe qui est connu comme ayant des problèmes de pauvreté, tout était l'affaire. Donc de A à Z, l'article ne mentionne pas qui. Donc il y a une pudeur à nommer qui. Et c'est là que dans cette pudeur-là, et c'est ça qui nous embarrasse, nous empêche d'avancer dans le pays, c'est que tant qu'on ne nomme pas, tant qu'on ne réalise pas que race, ethnicité et classe sont 3 aspects qui souvent overlappent, et qu'il faut dire, il faut l'appeler tel quel, mais souvent il faut mettre le cadre pour parler de telle chose. Alors, donc, quand vous regardez Rémy Ollier à cette époque-là, et si on revient dans notre présent, il y a toute la question de citoyenneté qui se pose. Qu'est-ce qu'un citoyenneté? Pas sur le modèle français, pas les valeurs républicaines, fraternité, égalité, et tout. C'est pas citoyen qui fait abstraction de notre ethnicité. Donc Rémy Ollier nous permet, si vous voulez, si on peut comme si trouver le cadre qu'il faut, en parler ouvertement, il nous permet de libérer la parole et de dire qui on est. On a une identité particulière et une identité universelle. Et des fois aussi, votre identité particulière peut évoluer, dépendant des lieux où vous êtes. Et on peut dire qu'on est africain, mais quand on se retrouve en Afrique, on peut voir qu'on n'est pas du tout africain. On n'a aucune affinité, par moment. Que ce soit en termes de repas, ils utilisent le pape, ils mangent le pape. Vous savez, le pape, c'est le genre de cassava. On tourne, et on met ça dans le bol, et tout le monde mange dedans. Je ne vois pas les Mauriciens, nous, manger de cette façon-là. Donc, ça, et j'en vois un dernier point. Oui. Allons démystifier certaines choses. Donc, je vous ai dit, gens de couleur. Les gens de couleur, il y avait des propriétaires, grands négociants, qui avaient des terrains, qui avaient des esclaves, et qui se retrouvaient alliés des esclavagistes.
Et puis vous avez dans la même population de couleur, moyenne et petite bourgeoisie. Très bien. Et puis les familles pauvres. Au fait, Rémi Ollier, lui, il se battait pour les gens de couleur, familles pauvres. D'accord? Et plus tard, vous aurez un autre grand. Moi, en fait, on parle de Rémi Ollier, moi, mon admiration, c'est pour Onésiphore Beaujard. Il est un extrémiste. Il dit les choses telles quelles. Il va avoir problème avec, au fait, quand le journal La Sentinelle va être comme s'il aura des problèmes financiers, le journal sera vendu. Lui, il veut garder la ligne dure de Rémi Ollier, défense pour les créoles. Et là, coïncidence, ce qui se passe, le journal est racheté par, je crois, le genre de Verginaz, et finalement le journal change de direction. D'accord? Alors, donc, genre de couleur, donc, mon point ici, c'est de vous dire comment, dans un même groupe, vous avez aussi des nuances. Hein? Et maintenant, parmi les blancs, les esclaves, les grands propriétaires, il y avait certains qui soutenaient, par exemple, et peut-être Alain peut me rappeler le nom, Rémi Ollier a été plusieurs fois poursuivi en cours, et son avocat, c'était, ouais, voilà, Émile Boucher, non? Donc c'est un blanc. Mais on le boycottait. En fait, dans son milieu, on passait le mot pour qu'il n'y ait pas de client. Oui, mot misère. Ouais. Relations britanniques, blanc, je vous ai dit, et Foissy. Et puis, intéressant, la religion. Alors, souvent vous entendez, mais non, comme tout subside de religion à Maurice, l'État laïque et tout. Fausse. Alors, je vais vous dire, première action que Farquhar fait, stratégique. Le 19 août 1813, il fait la pose de la première pierre de la cathédrale Saint-Louis. C'était stratégique, ça. Comme il arrive, au fait, pourquoi il fait ça? Il va habiter chez Foissy. D'accord? Il est accueilli là-bas. Maintenant, première action qu'il fait, pour avoir la collaboration de la bourgeoisie blanche, qui est catholique, il fait la pose première pierre de la cathédrale Saint-Louis. Donc, depuis 1813, donc vous voyez que la religion d'ethnicité est là depuis comme si la société mauricienne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester figé dessus, mais comme si ce discours qui vient comme si aseptiser, comme on dit sanitize discourse, qui fait croire que ben non, les gens peuvent ne pas avoir de religion et tout. Vous voyez un peu ce discours-là. Mais non, hein, la religion est un fait. Alors on peut dire le fait religieux est là dans la société mauricienne. Et maintenant, l'opportunité à saisir. Ce que Ollier a fait, en fait, il a saisi l'occasion que l'Angleterre avait une constitution libérale. Donc, il a su voir la brèche, il utilise, en fait, les possibilités que l'Angleterre donne. Et c'est peut-être pour cela qu'il a été plus intelligent que les autres gens de couleur. D'accord? Quand il dit « I am a British », et au fait, dans Easton connaît bien cela, ils appellent ça Imperial Citizenship. Le terme qui est utilisé dans l'histoire, c'est Imperial Citizenship. C'est dans l'Empire britannique. Voilà. Et puis, il faut aussi dire qu'il y avait une bonne relation entre Farquhar et Révérend Lemoine, et ça, c'est une autre histoire. Et c'est ça qui va faire le conflit, au fait, avec l'Église catholique. On reproche beaucoup à l'Église catholique de n'avoir pas, comme si s'être occupé de l'éducation des esclaves, mais le Monseigneur Slater a envoyé plusieurs lettres pour ouvrir les écoles, on l'a bloqué. Farquhar l'a bloqué. Il a favorisé le bras, qui est from the London Missionary Society. Merci.